Bonsoir à tous, vous regardez BBC Info, voici le sommaire de ce soir. 60 morts de plus du coronavirus en 24 heures, comment la panique est-elle vécue? On parle avec un Congolais piégé par le virus. Deuil national décrété au Kenya après le décès cette nuit d'Arap Moi, l'ex-président au pouvoir pendant 24 ans. Et on ira au Burkina, dans ces camps de réfugiés, miroir de la dure réalité du terrorisme dans le Sahel. 425 décès, plus de 20 000 personnes affectées. L'épidémie du coronavirus n'en finit plus d'enfler. La Chine tente tout pour contenir la maladie en construisant un hôpital gigantesque en seulement 10 jours. Pékin a admis ce mardi des insuffisances dans son dispositif d'urgence pour contrecarrer l'épidémie, tandis que le pays sombre dans la peur. Olivier Weber. Dans un hôpital de Wuhan pour malades du virus, infirmiers et patients entonnent un chant patriotique. « Ma patrie et moi », chante-t-il, « n'est jamais séparée ». La propagande est explicite. Les médias d'État chinois cherchent à unir le pays pour lutter contre le virus. Des centaines de docteurs et infirmiers militaires arrivent à Wuhan pour rejoindre la lutte. Quand notre pays est en difficulté, dit cette femme, c'est notre devoir d'être au front. Les capacités logistiques de la Chine sont indéniables. Quel autre pays peut construire un hôpital de 1000 lits en moins de 2 semaines? C'est pourtant ce qui est arrivé hier. Un premier groupe de malades a déjà été accueilli. La lutte contre le virus a aussi ses excès. Sur cette vidéo non vérifiée, un homme est plaqué au sol par des policiers car il ne porte pas de masque. Dans une bonne partie de la Chine, le port du masque est obligatoire, malgré les doutes sur son efficacité. Ici, une famille est expulsée de force de son domicile vers une ambulance qui attend. Beaucoup de vidéos comme celle-ci sont postées sur les sites étrangers. Ces policiers enferment un vieil homme suspecté d'être malade dans sa maison. « Vous avez assez de riz ?» demande la police. « Ok, alors on verrouille la porte. » Là, des policiers mettent en garde une habitante qui a parlé du virus sur les réseaux sociaux. Partager des informations sur le virus est illégal, lui disent-elles. Ce type d'incident ne fait qu'alimenter la peur et l'angoisse dans le pays. Pendant ce temps, Hong Kong a confirmé son premier décès du coronavirus. 10 des 13 points de passage terrestre avec la Chine continentale ont été fermés, mais beaucoup demandent une fermeture totale de la frontière, comme le personnel médical qui a décidé de faire grève. La peur est plus contagieuse que le virus lui-même. Voici le centre de Shanghai, capitale économique de la Chine. Ses rues sont aujourd'hui désertes. On rejoint à présent en direct depuis Wuhan Boris Ongo. Boris, merci d'être avec nous. Vous êtes étudiant en architecture à Wuhan. Évidemment, la première question est évidente. Comme on l'a vu dans ce reportage, les images sont assez impressionnantes. Comment décrire la vie pour vous actuellement à Wuhan? Ouais, la vie actuellement à Wuhan est vraiment si chaotique. La situation actuellement à Wuhan, elle est vraiment si critique. Donc, nous étudiants, nous sommes en quarantaine depuis janvier 2003. Et depuis le 23 janvier jusqu'à l'heure actuelle, nous sommes en quarantaine. Mais et c'est un peu... Pardon, allez-y Boris, excusez-moi. C'est un peu difficile de trouver de quoi manger. Nous sommes ici restés à la maison, nous n'avons rien à manger. Nous sommes au fait à nous-mêmes. Mais du coup, vous disiez justement que vous aviez du mal à manger. Est-ce que vous pouvez sortir pour aller au supermarché ou c'est trop compliqué? Oui, du coup, on peut sortir pour aller. Il y a des supermarchés qui sont ouverts comme Walmart et tout. C'est un peu difficile d'aller vers Walmart puisqu'on a peur aussi de sortir et d'attraper le virus et tout. Du coup, on préfère rester à la maison. Boris, le gouvernement congolais a décidé de ne pas vous rapatrier. Du coup, forcément, si vous pouviez adresser un message aujourd'hui au président Sassou Nguesso et au gouvernement congolais, que serait-il?
Ouais, nous demandons au gouvernement congolais d'essayer de revoir sur ce plan-là, puisque la situation, elle est vraiment si mauvaise ici. On est en train de voir les gens contaminés dans les écoles et tout et tout. Le virus existe, c'est vraiment un fait réel. Donc, nous demandons au président de la République et au gouvernement d'essayer de revoir sur le propos du rapatriement des Congolais sur le sol chinois. Boris Ongo, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct pour nous depuis Wuhan et surtout, bon courage pour la suite de cette épidémie. Une autre question est justement sur toutes les lèvres concernant le virus. Comment le continent compte réagir en cas justement d'épidémie sur le continent? Eh bien, au Sénégal, un comité national de gestion des épidémies qui se réunit tous les lundis a mis en place un dispositif de prévention et de détection. Et à l'Institut Pasteur, que vous voyez sur ces images, les chercheurs tentent de trouver des solutions pour se préparer au cas où. Le virus n'est pas encore là, c'est maintenant qu'il faut se préparer de manière à ce que toutes les capacités soient en place, de manière à ce que si le virus soit là, qu'il soit détecté le plus tôt possible, quel que soit le pays. Une fois qu'il est détecté plus rapidement, ça permet d'être plus efficace pour limiter sa diffusion. On est déjà prêt, donc on a tout ce qu'il faut. Déjà, on avait des outils qu'on appelait chez nous les pan-coronavirus. Ça prenait tout ce qui était coronavirus. Maintenant, avec ce nouveau, on a des tests qui sont spécifiques à ce nouveau coronavirus. Donc, c'est des tests de biologie moléculaire qui sont déjà disponibles. Partons au Kenya à présent, où cette nuit s'est éteint l'ancien président Daniel Arap Moi à l'âge de 95 ans. Il a dirigé le pays d'Afrique de l'Est d'une main de fer pendant 24 ans. Il était le deuxième président depuis l'indépendance du Kenya en 1963. Malgré les allégations de corruption généralisée, de violation des droits de l'homme et de torture, Daniel Arap Moi a conservé l'affection de nombreux Kenyans, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ces images, où de nombreuses personnes se sont rassemblées devant sa maison aujourd'hui. Son portrait par Marina Darras. Daniel Arap Moi est arrivé au pouvoir en 1978 à la mort du premier président kényan Jomo Kenyatta. C'était sa première grande victoire politique ayant réussi à dépasser le cercle restreint de Kenyatta pour s'élever au sommet. Cette perspicacité est devenue la marque distinctive de ses 24 années de règne. À ses débuts, il a rallié les Kenyans à sa cause pour construire le pays derrière le slogan populaire Nyayo qui signifie marche en swahili. Moi était populaire et le pays largement progressiste. Mais après la tentative de coup d'État en 1982, Moi s'est transformé en un dictateur qui a violemment réprimé les libertés. Beaucoup ont été arrêtés arbitrairement, les violations des droits de l'homme et les exécutions extrajudiciaires ont suivi. Le mot Nyayo est passé d'un appel patriotique à un rappel effrayant des chambres de torture où de nombreux civils et politiques perçus comme anti-gouvernementaux ont été persécutés et détenus sans procès. En 1990, le président Moi était un paria. Au milieu des sanctions internationales, il a dû faire face à une pression croissante pour introduire la démocratie multipartite et la limitation des mandats présidentiels. Mais son gouvernement a répondu aux protestations par la force. Il a finalement cédé, mais avec une opposition divisée, il a tout de même remporté les élections de 92 et de 97. Des scandales de corruption stupéfiants ont entaché son héritage, le plus important étant le scandale Goldenberg d'1 milliard de dollars impliquant des exportations d'or fictives dans lesquelles il était directement impliqué, mais il a toujours nié ces allégations. Lorsque ces deux mandats ont pris fin en 2002, Moi a favorisé Uhuru Kenyatta, mais Uhuru était largement considéré comme son successeur et le fils du premier président kényan a perdu face à une coalition d'opposition dirigée par Mwai Kibaki. Moi a cela dit vécu pour voir Uhuru Kenyatta devenir président en 2013. Dans la mort, certains Kenyans se souviendront avec tendresse du nom de Daniel Arap Moi. D'autres, qui ont beaucoup souffert sous son règne, tenteront d'oublier l'homme et son héritage. Le reste de l'actualité en bref et en images. 15 enfants retrouvés morts dans une bousculade au Kenya et 30 autres sont toujours blessés. L'incident s'est déroulé dans une école primaire dans l'ouest du pays. La cause est toujours inconnue mais soulève des questions sur la sécurité dans les écoles. Les deux camps rivaux envisagent un cessez-le-feu durable en Libye où se font face pour l'heure le gouvernement d'union nationale de Tripoli aux troupes du maréchal Khalifa Haftar qui contrôle presque tout le pays. Les deux parties doivent désormais se pencher sur les modalités de ce cessez-le-feu.
Et décision historique au Malawi, la Cour constitutionnelle a décidé d'annuler les résultats de la présidentielle de 2019 qui avait réélu le président Peter Mutharika avec seulement 150 000 voix d'avance. Devant la protestation grandissante, la Cour a ordonné un scrutin dans les 5 prochains mois. Ils sont maliens ou burkinabés et viennent de tout le pays. Ils se retrouvent à Goudébou et à Kaya au Burkina Faso, pris dans les tenailles du terrorisme sahélien. Fuyant les attaques et les violences répétées dans les villages, ils ont pris refuge dans des camps de fortune. Et le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés, Filippo Grandi, était justement de passage dans ces camps afin de tirer la sonnette d'alarme afin que la crise ne devienne, selon lui, ingérable. Myriam Lawari. C'est une spirale de violence qui frappe durement le Burkina Faso. Récemment, ce sont 18 civils qui ont péri lors d'une attaque djihadiste dans le département de Bani, au nord du pays. Cette attaque intervient seulement une semaine après une autre qui a fait 39 morts dans la province du Soum, toujours dans le nord. La panique et la peur ont fini par gagner les populations des localités environnantes. La fuite est devenue le seul recours et avec le nombre de déplacés n'en finit plus de grimper. Le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés, Filippo Grandi, tire la sonnette d'alarme. 1, il nous faut des moyens et 2, il faut que ce phénomène soit résolu à sa racine. Et sa racine est sécuritaire, bien sûr, il y a un problème de terrorisme, mais sa racine est aussi dans la pauvreté, dans l'inégalité, dans le manque d'éducation. Ça, c'est des populations qui déjà souffraient d'un déficit d'éducation avant. Et tout cela, on le sait très bien. On l'a appris au Nigeria avec le Boko Haram, créer un terrain très fertile pour le terrorisme. Il faut dire que le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, fait face aux attaques djihadistes depuis 2015. Dans ces 3 pays, rien qu'en 2019, l'ONU a recensé 4000 morts et 600 000 déplacés qui ont fui les violences meurtrières. Cette crise humanitaire sans précédent inquiète. Les mouvements sont limités, il y a des zones qui sont inaccessibles. Quand le mouvement est limité, même si vous pouvez apporter la réponse aux besoins fondamentaux, vous ne pouvez pas parce que le mouvement est limité, vous avez peur. Et cette peur fait que les gens sont en train de souffrir. Ils vont subir une crise alimentaire et une sécheresse imposée par l'insécurité. Combattre cette insécurité au Sahel, c'est ce que la force française Barkhane tente tant bien que mal de faire. D'ici la fin de février, c'est 600 hommes en plus qui doivent s'engager au sein des troupes et apporter un soutien aux forces du G5 Sahel. Les prochains mois seront plus que jamais déterminants. Sport à présent avec du football, parce que même lorsqu'on croit qu'il n'y a pas de match en Angleterre, eh bien, il y en a. Et justement, Emmanuel Cos est avec nous depuis la rédaction pour nous parler d'un surprenant Liverpool-Shrewsbury. Alors surprenant, effectivement, Pierre-Antoine. Pourquoi? Parce que ce sera une équipe de moins de 23 ans, composée par le club de Liverpool, pour rejouer ce match de 4e tour face à cette équipe de Shrewsbury qui évolue en 3e division, qui avait fait match nul, 2 buts partout lors du premier match. Une équipe de moins de 23 ans, pourquoi? Eh bien parce que les As, les seniors, l'équipe première a pris quelques jours de vacances, de même que son manager Jürgen Klopp qui ne sera pas là. Et donc c'est aux jeunes maintenant de se qualifier pour le 5e tour. Autre match ce soir, Oxford United, club de Détroit, qui reçoit Newcastle United. Ça va décidément mal cette saison pour Ousmane Dembélé, le sociétaire français de FC Barcelone, qui a été contraint de partir de l'entraînement avec ses coéquipiers, victime de douleurs musculaires. Lui qui, souvenez-vous, avait déjà été blessé en novembre dernier en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Du coup, on ne sait pas du tout si Ousmane Dembélé va pouvoir rejouer cette saison et sa participation à l'Euro pourrait être compromise. En Italie, Gervinho, l'attaquant italien de Parme, a été écarté du groupe pour manquement à l'entraînement. Et du coup, il va subir un entraînement spécifique sous la houlette du staff technique du club. D'après la presse italienne, Gervinho aurait manqué 3 jours d'entraînement. Pourquoi faire? Eh bien, pour tenter de négocier un transfert vers le club qatarien de Al Sadd, un transfert qui n'a pas abouti. Et puis en Côte d'Ivoire, le président de la fédération de football, Augustin Sibi Diallo, a décidé de ne pas renouveler son contrat et son mandat, son 2e mandat donc. Et il s'arrêtera le 19 février prochain, ce qui laisse la place ouverte à Didier Drogba.
Emmanuel Coste, merci beaucoup pour toutes ces précisions et c'est la fin de ce journal. Au revoir.